Dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui, je reçois Loïc Suberville, qui est acteur et très présent sur les réseaux avec des sketchs humoristiques que vous avez peut-être déjà vu passer dans votre feed Instagram ou TikTok. Dans cet épisode, on a discuté de son enfance. Il a grandi en parlant 3 langues et je pense que son parcours va beaucoup vous inspirer et vous intéresser. Pour retrouver la transcription de cet épisode, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, entrez votre adresse mail et vous recevrez gratuitement le PDF avec la transcription de l'épisode, mais aussi une liste du vocabulaire important et un quiz de compréhension. Et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Loïc. Coucou. Et bienvenue. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à Merci cet de m'avoir invité. épisode. Je suis très contente qu'on se rencontre en vrai parce que la première fois qu'on a échangé, c'était sur Instagram, donc sur les réseaux sociaux. Of course. Et c'est de là, alors je sais pas si je peux dire c'est de là d'où tu viens, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est de là d'où tu as été connu. Ouais, que je me suis fait connaître. Voilà. En tout cas. Ouais. Et donc tu t'es fait connaître par des petits sketchs où tu mets en avant les incohérences des langues. Et il y a beaucoup, je pense, de gens qui apprennent des langues qui se sont retrouvés là-dedans parce que c'est parfois un petit peu un parcours du combattant d'apprendre le 100%, français. oui, même pour nous français. Ouais. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et parler un petit peu de comment ça a commencé cette histoire de réseaux sociaux et comment ça a décollé pour toi, etc. Absolument. Alors, je m'appelle Loïc Suberville. Moi, j'ai fait des études à la base de théâtre aux États-Unis, de cinéma à la base. Et après, mon père, il m'a dit, vas-y, lance-toi un peu dans le théâtre, ça te va assez bien. J'ai dit, bon, d'accord. et en sortant de l'université, j'ai fait 1 an à Los Angeles, où ça s'est passé assez bien. J'étais serveur à la durée. Voilà. Ah, Parce que je parlais français. Donc, du coup, évidemment. on peut avoir des jobs aux États-Unis parce qu'on parle français. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an en passant des auditions. Et finalement, il y a eu le Covid en 2019. Donc, je suis rentré chez moi, chez mes parents. C'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Et pendant des mois, en fait, je pouvais pas passer d'audition, que ce soit cinéma, théâtre, parce qu'il y avait plus de prod. Il fallait qu'on reste chez soi. Et c'est là que TikTok a commencé à être un big thing. Et du coup, j'ai commencé en me filmant tout seul chez moi avec des sons. C'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé sur TikTok, je pense. Ils prenaient des sons et ils le faisaient un peu à leur sauce. Voilà, c'est ça. Et éventuellement, j'ai commencé à me dire, peut-être je tente des trucs originaux parce que je m'étais jamais vu comme écrivain, disons, comme créateur. J'étais plus acteur, on me donnait un script, je le faisais assez bien et puis go. J'ai toujours eu un peu cette réticence d'écrire mes propres sketchs, mais vu que c'était format court d'1 minute, des petits sketchs où juste j'étais seul avec mes propres pensées, je me suis dit vas-y. Et je me suis rendu compte assez vite que les vidéos qui fonctionnaient le mieux, c'était des vidéos de langue. Et je pense que c'est parce que, en fait, beaucoup de mes vidéos ont le même format, qui est que il y a un personnage qui fait quelque chose et l'autre personnage, c'est un peu le, comment on dit, pas le middleman, mais c'est un peu le... Je viens du monde du sitcom, et dans le sitcom, il y a toujours un straight character. Et le straight character, c'est celui qui doit être sidéré avec la situation qui est en train de se passer. C'est un peu la référence de la normalité. Voilà. Dans voilà, How I Met Your Mother, par exemple, Ted Mosby, c'est un straight character, et après, autour de lui, tu as des personnages comme Barney Stinson, et c'est des foufous, et la comédie vient du fait qu'il réagit à ce que Barney fait. Donc là, dans mes sketchs, j'avais toujours un personnage qui était un peu foufou, qui faisait des trucs un peu bizarres, et j'avais le straight character. Et donc, ils avaient tous un peu ce format. Et quand j'ai utilisé ce même format pour mes vidéos où j'ai le straight character qui est Universal Language et j'ai le foufou qui est en général French, ça peut aussi être English ou Spanish, mais en général c'est French, c'est lui le plus foufou en tout cas, ça fonctionnait de ouf. Et je pense que c'est parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient parler la langue française qui ont beaucoup de mal, mais je pense que beaucoup de gens en général, juste le fait d'apprendre une langue à partir d'un certain âge, ça devient hyper compliqué. Parce que quand t'es petit, t'es une éponge, t'entends des langues et ça devient, et tu l'as. Mais à partir de 10-12 ans, apprendre une langue, ça devient vraiment un truc hyper compliqué. Et je pense que ça parlait à beaucoup de gens, et c'est pour ça que ça fonctionnait. En plus d'être un peu drôle, je pense, j'espère. Oui. Mais je pense que ouais, le message de la difficulté d'apprentissage parlait à beaucoup de monde. Ouais, Et donc, c'est comme ça complètement. que ça fonctionnait. Et voilà.
Et du coup, dans tes vidéos, donc il y a souvent donc les 4 personnages dont tu nous as parlé, un peu alors Ouais. universal language, mais je Voilà, sais c'est le straight le character. langage universel, j'essaye de retraduire Oui, en ok, français d'accord. à chaque fois. Ouais. T'as le personnage français, le personnage de l'anglais et le personnage de l'espagnol. Ouais. Et arrête-moi si je me trompe, mais donc c'est les 3 langues que tu as appris en grandissant, Exactement. puisque tu viens d'un environnement familial trilingue en fait, même pas Oui, exactement. bilingue. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment c'était de grandir dans un environnement comme ça? Parce que du coup, tu as arrivé à un niveau de maîtrise de toutes ces langues assez impressionnant, Ouais. même si c'était 3 en même temps. Donc, est-ce qu'il y avait une organisation particulière En fait, pour ce les qui est drôle, c'est que les apprendre? gens, en général, ils me disent bravo du fait que tu connaisses tu saches parler 3 langues. En fait, moi, j'y étais vraiment pour rien du tout. J'ai juste grandi avec ces 3 langues. Alors, pour la faire un peu court, je suis né au Mexique. J'ai grandi aux États-Unis et mes parents me parlaient français. Ok. Et en fait, c'est parce que mes grands-parents sont venus de France. Donc, eux, ils étaient 100% français. Ils sont venus de France, ils ont déménagé au Mexique. Mes parents sont nés au Mexique. Ils ont vécu toute leur vie aux États-Unis. Mmh. Et quand nous, on est nés, quand les 4, on est nés, mes parents, ils ont très vite décidé de déménager aux États-Unis. Et donc, voilà, en fait, on est venu avec ma nounou aussi à l'époque, qui me parlait en espagnol. Et tous les ans, on allait au Mexique. Donc, en fait, j'étais un peu exposed. Exposé. Exposé, ok. Ça marche. À ces 3 langues toute ma vie et constamment parce que j'étais aussi dans un lycée français, mais je regardais des séries en anglais, j'allais au foot, tout le monde parlait anglais, je rentrais à la maison, ça parlait français, ça parlait espagnol, j'allais chez moi au Mexique pendant les vacances de Noël, ça parlait espagnol. Donc en fait j'étais constamment, je parlais ces 3 langues, ça me paraissait pas étrange comme concept, c'était juste la norme quoi. Puis ça s'est fait naturellement, en fait. Il n'y avait pas forcément d'organisation. Parce que parfois, c'est des couples bilingues. Et donc, on dit avec mon père, je parlais espagnol. Avec ma mère, je parlais français. Ou un truc Ouais, comme non, il ça. n'y a pas eu. Je C'était pas crois ça. que pour ma mère surtout, mais aussi pour mon père, mais pour ma mère, c'était très très important qu'on ne perde pas notre français. Et je pense que quand on a déménagé aux États-Unis, c'était très très important qu'à la maison on ne parle que français. D'ailleurs, l'anglais à la maison c'était un peu tabou, bizarrement, jusqu'à un certain âge. Après, quand on a commencé à faire quand on a commencé à coter des films et tout ça, ça devenait de plus en plus normal. Mais vraiment, c'était très important. Quand je rentrais à la maison avec des amis qui étaient francophones, ma mère presque, elle nous grondait quand on parlait anglais. Elle disait non, vous parlez français. Hein. Et oui, c'était cette peur de perdre notre français, quoi. Donc c'était pas tellement une organisation plus que le fait qu'on soit dans un endroit hyper anglophone. C'était très très important qu'on continue au maximum de parler français. Ah c'est ouais. c'est surtout ça. Mais elle a bien fait. Hein. Oui, oui, franchement, oui. À l'époque, ça me saoulait un peu, mais oui, elle a bien fait. Elle a bien fait, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens à l'aise de la même façon dans les 3 langues? Pas du tout. Ah ouais? En fait, moi, j'ai une relation assez étrange avec l'espagnol, qui est que j'aime beaucoup parler espagnol. J'aime beaucoup retourner au Mexique. Ça me prend quelques heures, voire quelques jours avant que ça me revienne vraiment. Ouais. Mais au bout d'un moment, je me sens assez à l'aise. C'est la langue que je maîtrise de loin le moins bien. Et en fait, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est la langue que je parlais le moins quand j'étais petit. On se parlait en espagnol avec mes frères et sœurs jusqu'au moment où on a déménagé au Mexique, mais j'avais 2 ans, alors que mon plus grand frère, il en avait 8. Donc lui, aujourd'hui, il parle beaucoup mieux espagnol que moi. Mais moi, j'ai arrêté de parler beaucoup espagnol, à part avec ma nounou et quand je rentrais au Mexique, à partir de 2-3 ans. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que j'avais un peu une honte de parler espagnol, parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je rentrais au Mexique et que je parlais espagnol, j'étais un peu l'Américain qui ne sait pas parler espagnol. Et donc, du coup, j'avais cette honte avec cette langue qui faisait que je parlais beaucoup moins que d'autres gens. J'évitais de le parler. Et ouais, ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais voilà, c'est la vie. Mais je me débrouille quand même très très bien. Je pourrais aller dans n'importe quel pays qui parle espagnol et très bien me débrouiller. J'ai aucun souci par rapport à ça. Après, je maîtrise mieux l'anglais que le français. Et je pense que c'est juste parce que, d'après moi, l'anglais est juste une langue plus facile. Il y a moins d'erreurs possibles à Moins faire d'erreurs en possibles. anglais peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Et aussi parce qu'à partir du moment où je suis à l'université en anglais,
toutes les bases que j'ai maintenant, que ce soit du théâtre ou même de la psychologie, parce que je faisais de la thérapie en anglais. Tu vois, des trucs comme ça qui paraissent cons, mais en fait, tous ces termes me venaient plus facilement en anglais. Les podcasts en anglais, écrire en anglais, tout ça, c'est plus facile pour moi. Des speeches en anglais. Je sais pas pourquoi, parce que je pense pas que j'ai tellement plus parlé anglais que français. Mais ouais, c'était juste plus facile. Ouais. Oui. Je crois que c'est juste ça, quoi. C'est juste une langue plus facile. C'est une langue plus facile et moi je trouve aussi que l'anglais c'est une langue où c'est tellement facile d'exprimer un concept C'est ça. qu'un seul mot en anglais ou là où on en aurait besoin de 5-6 en français pour C'est exprimer la même chose. Donc Je pense qu'il y a moins de mots en anglais qu'en français. Si je me trompe pas, je pense. Ça je sais pas, je vais pas me... Mais du coup, ça fait que tout est un peu m'avancer. plus... J'allais dire streamlined, c'est un mot en anglais du coup. Mais ouais, tout est plus direct en fait. Les pensées, c'est plus facile effectivement. Et comme tu dis, je pense qu'il y a moins de possibilités d'erreur. Mhm. Ouais, moi je me fais constamment corriger par ma femme. Tous les jours, Et- je fais des erreurs, alors qu'en anglais, je pense que j'en fais très très peu. Et du coup, je crois que ça revient aussi à ce truc de honte, où genre, ma mère qui voulait absolument que je continue à parler français, quand je faisais une erreur en français, c'est genre, ah, t'as fait une erreur en français, alors que si je faisais une erreur en anglais, c'était peut-être moins... C'est vrai que dans la problématique, culture quoi. française, Oh on oui. n'accepte pas trop les erreurs de Oh langage. oui, 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 oui. Beaucoup plus de culpabilité par rapport aux erreurs en français qu'en anglais. Ça, c'est sûr. Et c'est malheureusement un sentiment qui... Je pense qu'il n'y a pas forcément que le fait de pas assez étudier la langue qui fait qu'on ne progresse pas, mais quand on ressent vraiment de la honte à parler, ça freine Bien tellement. Et c'est dommage. Mais c'est courant. Et pour le coup, je pense que ça, c'est un des trucs positifs de l'IA. Je sais qu'il y a, pour beaucoup de gens, ça fait très très peur, l'idée de l'IA qui prend beaucoup de place. Mais ça, pour l'apprentissage de langue, je pense que ça peut faire du bien parce que les gens arriveront à un stade où ils pourront avoir des conversations avec une intelligence artificielle qui ne porte aucun jugement sur la personne qui apprend. Donc ils auront des conversations en français, mais il n'y aura pas ce truc de « Oh, j'ai peur de ce qu'ils penseront de moi » parce que c'est un ordinateur, quoi. Après, il faudra passer le cap quand même de parler à des vrais gens. Absolument, mais c'est une étape. Bon. C'est une étape. Mais pour s'entraîner, c'est très très bien. Ouais. Et justement, par rapport au... Parfois, les langues, moi, je trouve que ça véhicule un peu des émotions. Est-ce que tu es attaché différemment à l'anglais qu'au français, qu'à l'espagnol? Est-ce qu'il y a, je sais pas, par exemple, une langue où tu trouves que c'est plus facile de faire des blagues, de parler des émotions? Intéressant. Alors, il y a un truc dont on s'est rendu compte avec ma femme, c'est que quand on se dispute, on passe à l'anglais. Ça, c'est super intéressant. Ouais, et en fait, on s'est rendu compte que ça venait... C'est plusieurs choses, mais un des trucs, c'est que en fait, psychologiquement, on arrive un peu à se distancier de notre vraie personne. Et donc, du coup, quand on se dispute, on se dit, OK, il y a cette barrière un peu où c'est pas Zoé et moi, c'est ces deux personnages qui s'embrouillent un peu. Parce que pour nous, notre vraie relation et nos vrais personnages dans notre relation, c'est deux Français. Et du coup, quand on passe à l'anglais, c'est un peu, OK, on s'embrouille, mais pas vraiment, parce que tu vois, c'est en anglais, tu vois, c'est deuxième degré. Donc ouais, on s'est rendu compte de ça. Après, je pense que j'ai trois personnalités. J'ai ma personnalité française, j'ai ma personnalité anglaise et j'ai ma personnalité espagnole. C'est pas des trucs stéréotypiques de quand je suis espagnol, je suis hyper romantique et tout. mais c'était très bien sorti. C'est pas ce que j'aurais pris pour romantique, mais c'est pas grave. Romantique. Mais effectivement, j'ai trois personnalités et du coup, j'aborde les choses différemment. De un, parce que je pense que les gens avec qui je parle en anglais ont une culture différente, que je pense que je leur mets une étiquette de OK, une culture anglophone qui est très subconsciente, mais je le fais quand même, et une culture francophone. Donc du coup, j'aborde les gens de manière différente quand je leur parle d'une langue à une autre, de langues différentes. Mais oui, j'ai aussi des personnalités différentes et je pourrais pas forcément te les définir très très bien, mais je sais que quand j'allais en thérapie en anglais et que j'allais en thérapie en français, c'était un rapport hyper différent. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Mais je sais que mon humour en anglais et c'est pour ça que mes sketchs sont en anglais, probablement beaucoup plus avancé. Mon humour en français, c'est totalement différent. C'est en fait,
Je suis drôle parce que je fais des erreurs en français. Je pense en fait, ma femme me trouve très drôle en français parce que je dis n'importe quoi. Récemment, au lieu de dire à califourchon, j'ai dit à petit perchon, par exemple. Et ça l'a fait beaucoup rigoler. Mais voilà. C'est pas parce que je suis drôle, c'est juste parce que je fais des erreurs. Voilà. C'est accidentellement drôle. Voilà, exactement. Et alors, donc au final, tu as grandi aux États-Unis, mais tu as choisi maintenant de t'installer en France. Exactement. Pourquoi? Déjà, c'est ma première question, parce que quand on pense justement au monde du cinéma, etc., c'est tout ce qui t'intéresse. En France, on imagine, voilà, Hollywood, ça fait rêver, etc. Ouais. Et est-ce que justement, quand tu es arrivé, tu as eu quelques chocs culturels aussi, peut-être? Pour la première question, du coup, en fait, il y a une phrase que je ressors beaucoup aux gens, qui est qu'aux États-Unis, je me sentais comme un petit poisson dans un énorme océan, alors qu'en France, je me sens comme un poisson normal dans un pond, dans une petite, comment on dit pond en français ? Une mare. Dans une mare, voilà. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu dis, l'industrie est tellement développée qu'en fait, je pense qu'à cause de ça, je ne trouvais pas forcément ma place en tant que quelqu'un qui sortait de l'université. Et tu avais tous ces géants et je me disais, mais jamais je trouverai ma place. Ça paraissait inatteignable parce que c'était trop grand. C'est ça. Alors que j'ai l'impression que, et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des géants en France, il y en a absolument, mais peut-être que l'industrie n'est pas aussi développée et aussi, j'ai l'impression que le théâtre prend une plus grande place. Donc du coup, il y a plus de place pour des gens qui testent des choses, qui se lancent dans le théâtre. Alors qu'aux États-Unis, j'avais plus cette impression que soit tu fais des petites productions qui n'ont pas du tout d'argent, parce qu'il n'y avait pas le même financement, ou soit tu réussis et tu vas à Broadway, quoi. Tu vois, moi, vraiment, j'avais cette impression, que ce soit vrai ou pas, je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas, moi, à la base, l'idée, c'était de venir un an, parce que j'avais été accepté au cours Florent, et qu'on m'avait accepté en 3e année directement, parce que j'avais déjà fait des études aux États-Unis. J'arrête pas de toucher à la table, pardon. Du coup, je suis arrivé en me disant, je fais mon année au cours Florent, et je me casse. C'était pour mon expérience un peu hors États-Unis. Pas très compliqué parce que tu vois, j'avais grandi quand même dans un lycée et tout ça, donc c'était pas comme si j'allais en Asie. Vraiment, j'allais en France, c'était assez chill. Mais du coup, j'ai fait mon année et il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, c'est que j'ai beaucoup aimé la ville. En fait, j'ai beaucoup aimé vivre ici. J'ai rencontré ma copine qui est maintenant ma femme et j'ai eu pas mal de propositions d'offres de travail. Et en même temps, mes vidéos, elles fonctionnaient bien. Donc en fait, c'était surtout un truc de... Je ne voyais pas de raison de retourner, alors que là, j'avais l'impression que je grandissais d'une manière qu'aux États-Unis, ce n'était juste pas le cas. Donc, je m'étais dit, pourquoi sortir de là juste parce que j'ai cette conception de « Ah, si je veux être acteur, je dois être à Los Angeles », que beaucoup de gens ont, ou à New York. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal d'offres de travail. J'ai travaillé à Disneyland, j'avais pas mal de contrats dans le monde de la comédie musicale, ce qui me plaisait beaucoup. Et en même temps, je faisais mes vidéos qui fonctionnaient et je vivais maintenant avec ma copine. Tout allait très bien. Donc, en fait, je suis resté. Et comme je disais, j'aimais beaucoup cette ville, j'aime beaucoup cette ville. Après, en ce qui concerne les chocs culturels, moi, je crois que mon plus gros choc, surtout LA versus Paris, et j'utilise ce mot, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais il y a une agressivité. Ah, c'est même pas un mot, donc c'est pas le bon mot. Il y a une agressivité. Ouais, c'est un mot, une ça agressivité, une agressivité qu'il n'y a pas à Los Angeles, mais en fait, je pense que ce n'est pas que les gens sont plus en colère, c'est que les gens, juste, ils n'ont pas peur de juste dire ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, il y a cette différence de culture où aux États-Unis, tu vois, tu es très « Hi, how are you? I love you, sweetie », machin, mais tu es peut-être plus bitchy derrière, alors qu'en France, juste, tu dis les choses franchement. Donc, en fait, il y avait les gens, ils s'embrouillaient d'une manière qui me choquait un peu. Mais en fait, je crois que les gens, ils disaient vraiment ce qu'ils ressentaient. Ils n'avaient pas peur de le dire. Ils n'avaient pas peur de comment ça allait être pris. Juste, ils disaient ce qu'ils ressentaient. Et ça pouvait être dans les relations personnelles d'amis où les gens, ils s'embrouillaient. J'étais genre, les gars, calmez-vous. Mais ça pouvait aussi être dans les rues, en public, les gens qui rentraient un peu dedans, qui disaient non, mais ça va pas. Donc, effectivement, il y a un peu ce truc où c'est genre, ok, peut-être on n'a pas besoin de toujours être aussi confrontationnel. Mais en même temps, il y a cette honnêteté de juste dire ce que tu ressens sur le moment. Oui. Et voilà, c'est juste une approche différente qui n'est pas meilleure ou pire, mais je trouve ça assez intéressant. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on en parlait avec mon frère hier.
Et lui habite à Paris. Moi, j'ai déménagé à Marseille il y a quelques temps. Ok. Et je lui disais, franchement, à Marseille, les gens sont super sympas, etc. Enfin, je me rends compte maintenant de la différence avec Paris. Mais à l'époque où j'étais à Paris, c'était un peu devenu ma normalité. Oui. Et du coup, je me rendais pas compte que C'est ça. et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas forcément un problème. C'est juste, ici, les gens sont pas forcément hyper exubérants, hyper sympas, hyper avenants, mais ils sont polis, je trouve. Oui, totalement. C'est juste un peu, on fait le minimum et chacun ensuite... Ouais, après, c'est pas le vit même sa lifestyle. vie. Les gens Ouais, à ouais. Paris, ils sont peut-être dans le rush de aller au travail, qui n'est C'est peut-être souvent pas. ça. Hein. Voilà. Mhm. Il y a aussi, j'en avais parlé avec ma femme récemment, du fait que dans l'industrie du service, c'est pas pareil aux États-Unis qu'en France. Oui. Et ça aussi, c'était un choc culturel. Et je l'ai plus ressenti quand je suis retourné aux US, où j'étais comme, ouais, ok, effectivement, c'est différent. Et on s'était posé la question de si c'était pas une question de aux États-Unis, tu travailles vraiment pour les pourboires, pour les tips, Oui. quoi. Alors qu'en France, juste, tu as un salaire et tu travailles, il n'y a pas ce truc de si tu fais un bon service, on te payera plus. Ouais. Moi, je pense que le système des pourboires, on diverge un peu là, mais et pas forcément le meilleur système, mais effectivement, du coup, les gens, ils sont plus avenants, ils sont plus, bon, on va te faire passer une bonne soirée, on va être potes, on va passer une bonne soirée ensemble, alors qu'en France, c'est juste, je vais te servir ta bouffe. Oui, chacun fait voilà. son travail. Voilà. Et ouais. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le système français, mais bon, c'est question d'habitude aussi. C'est ça. Et alors, je sais qu'avec ta femme, vous attendez un heureux événement, comme on dit en français, donc félicitations. Merci. Et quelle langue vous avez prévu de parler au bébé ? Donc ça, c'est une conversation, oui, très importante à avoir, qu'on a déjà eue, obviously. En fait, moi, on m'avait souvent dit que c'était très important pour le développement d'un enfant d'avoir en fait des barrières, des frontières tu parles cette langue avec cette personne, tu parles cette langue avec cette personne, parce qu'après, sinon, ils s'embrouillent un peu. Et au lieu de savoir parler deux langues très bien, ils en parlent deux un peu à moitié parce que ils utilisent les mots qui leur viennent à ce moment-là et tout ça. Ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. Beaucoup mon cas. Du coup, l'idée à la base, c'était que peut-être moi, je parlerais en anglais à l'enfant, Zoé lui parlerait en français. Mais en fait, en se rendant compte, au fur et à mesure, on s'était dit, peut-être en fait les deux, on lui parle en français. Et juste, il sera constamment exposed, il sera constamment exposé. Vraiment, ça se dit ? Oui, ou alors peut-être que c'est un anglicisme. Peut-être. Mais... J'ai l'impression que c'est un anglicisme. Mais bon, les gens comprendront ce que je dis. Moi, ça me va. Ils sauront un peu qu'est-ce que je disais. Ah oui, en fait, on va lui faire écouter de la musique en anglais, voir des séries en anglais, voir des films en anglais. On est assez anglophone pour peut-être un peu l'aider. Je pense que l'enfant n'aura aucun souci à parler anglais. Même en vivant à Paris, en sachant que ses deux parents parlent très bien anglais. Et on n'a pas besoin de toujours lui parler en anglais. Et je pense vraiment que ça sera le cas. Et on voudrait aussi qu'à la crèche ou qu'une nounou lui parle en espagnol pour que l'enfant ait au moins des bases en espagnol. Ouais, très bonne idée. Voilà. C'est un peu ça, mais je t'avoue que toutes les questions qu'on se pose, ça en fait partie d'une de 1000 questions qu'on est en train de se poser par rapport à... Je crois que quand on a des bébés, parce que j'ai plein de copines là, qui commencent à avoir des enfants, l'âge. elles font plein de plans et après sont un peu rattrapées par la réalité. Donc Bien sûr. c'était souvent en impro aussi. Quoi. Ouais, totalement. C'est le bébé qui t'apprendra, toi, comment être papa. Tu verras bien comment ça se passe. C'est ça. Ok. Et alors pour terminer, j'ai 2 dernières questions. Ok. La première, c'est est-ce que tu as un mot ou une expression que tu aimes beaucoup en français ? Alors, pendant très très longtemps, je disais le plus long mot en français. Je pense que c'est toujours le plus long mot en français. En tout cas, ça l'était quand j'étais en CM2. Peut-être qu'ils ont inventé de nouveaux mots. Mais c'est anticonstitutionnellement. On est d'accord ? Oui. Je crois qu'il y a encore plus long. Oh non ! Mais... À l'époque, c'était le plus long, il faudrait vérifier, mais ça doit être un terme scientifique. Alors, je pense que le plus accepté, il me semble que c'est celui-ci. En tout cas, j'aime beaucoup ce mot. D'ailleurs, quand j'étais petit, on avait un groupe et il s'appelait le anticonstitutionnellement groupe. Voilà.
Donc c'est mon mot préféré, je pense. Juste D'accord. parce que c'est le On plus peut long. donner la définition aussi. C'est pas Mais- constitutionnel. Voilà, c'est de De- manière contraire à la Constitution. Voilà, Ouais. c'est très bien. C'est pour ça que c'est Eliza with French. Et est-ce que tu as une recommandation culturelle qui pourrait être intéressante pour les gens qui apprennent le français, que ce soit, je sais pas, un film, une série, un humoriste, Oui, une alors chanson? évidemment, il y a plein de films. Je pense que avec les États-Unis, la France était un des premiers. C'est Godard, c'est Godard Mhm. qui faisait des films dans les années, j'ai envie de dire 50, même Je peut-être dirais avant. un petit peu plus tard. Ah ouais, plus la tard nouvelle vague, c'est pas les années 60? T'as peut-être raison. Anyways, il y a J'espère. plein de films genre giga classiques, genre à bout de souffle, Mhm. qui sont des monuments cinématographiques que les gens devraient voir. Mais plus récemment, d'ailleurs, je viens de la finir, la série Bref 2. Ah oui. Incroyable, si tu l'as pas vu. Non, j'ai pas Highly commencé recommend. encore. Mais en vrai, même Bref, vu que c'est des épisodes de, je crois, 3 à 5 minutes, Mhm. c'est des petits bites, c'est l'entre-deux des shorts que je fais et des séries longues, drama, machin. C'est vraiment des épisodes de 3 minutes incroyables où il parle énormément. Il y a de l'information, elle est très claire. Il dit quasiment tout ce qu'il fait. Donc peut-être ça Oui, pourrait c'est aider. vrai. Et Euh, après, il faut s'accrocher un peu au niveau du rythme. Du rythme, 100%. Mais ça peut être un très bon C'est exercice. un très bon exercice, voilà, et c'est des courts exercices. Mais là, je viens de voir du coup Bref 2, ça m'a bouleversé. Alors que je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être rigolo Ah comme là là, Bref. ok. Mais c'est un autre format, ces épisodes de 30 minutes, ces 6 épisodes, c'est trop bien. Et à part ça, mes films préférés, j'ai envie de dire, c'est probablement soit Les Intouchables, Mhm. soit Les Choristes, deux classiques. Voilà. Ouais, deux Je les classiques aime- aussi. je les aime Les vraiment Intouchables, beaucoup. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a vu déjà. Bah, c'était presque. Je crois qu'ils ont fait plus d'argent aux États-Unis, Les Intouchables, Ah qu'en oui France. Ouais. Euh, Intéressant. et sinon, livres, parce qu'on va faire tout. Hein. En termes de livres, récemment, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, qui est un classique Mhm. français, qui est très long, qui n'est pas le truc le plus facile à lire, mais ça, c'est vraiment le test final et c'est un super livre, pour le coup. Ouais, pour les niveaux Donc, plus avancés, ça voilà. peut être un Très bon challenge. très bon exercice aussi. Voilà. Ouais, ouais. Donc voilà mes recommandations. Bon, bah super. Alors, si les gens veulent te suivre, est-ce que tu veux leur laisser tes réseaux sociaux? Alors c'est très simple, c'est mon nom et mon prénom. Ok. C'est mon prénom et mon nom, pardon. Donc- C'est pas si simple. C'est mon prénom et mon nom, c'est Loïc Suberville. Si vous cherchez mon Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur YouTube. voilà, vous me trouverez là. Et le Euh, podcast aussi que vous avez lancé. Nouveau podcast qui s'appelle French Kiss que j'ai commencé avec ma femme Zoé et c'est à propos des relations multiculturelles. Ah bah. On aborde plein de sujets sous le prisme d'un couple. De quelqu'un qui est venu des États-Unis et de quelqu'un qui est venu d'Alsace, donc rural France. Donc très loin aussi. Voilà, c'est ça. Bah, culturellement, ça s'éloigne un peu. Et qui se sont retrouvés à Paris et qui ont trouvé un moyen de make it work, quoi. Donc c'est un peu ça. Là, le prochain épisode, il sort mardi. C'est à propos de la sustainability dans les relations. J'essaye à chaque fois La de. sustainabilité. Euh, Pas du tout. Ouais. Faudrait que je Faire sache. attention à l'environnement, etc. C'est ça. Ouais. Le terme exact. Je vais voir ou écouter cet épisode. Je vais me dire, t'as pas pensé à ce mot-là. Sustainability, wow. Ça me vient pas du tout. Anyways. Je l'ai pas non plus. Je l'ai pas non plus. Je- Mais bon. Les gens pensent que je parle 3 langues très bien. Je parle 3 langues très mal. Mais- Mais j'en parle 3, mais mal. Je pense que c'est un bon équilibre. C'est tu un vois. bon équilibre. C'est S'il 3 langues, faut, mais mal. préfère faire ça qu'une seule, très bien. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Loïc, à toi. C'était un plaisir. Pareillement.